Bienvenue, aujourd'hui on se plonge dans une série de textes du prospectiviste Thierry Curti et c'est un vrai grand 8 intellectuel qui nous attend. Ah oui, on peut le dire. On va s'attaquer à une question fondamentale, je crois. Est-ce que la croissance économique et la survie de notre planète sont, au fond, incompatibles? Et pour ça, les sources nous proposent un parcours en 3 temps. C'est ça. On va commencer avec disons, une lueur d'espoir technologique, l'idée qu'on peut découpler la croissance des émissions de carbone, Puis, changement de décor. grosse claque même. On va explorer pourquoi il serait physiquement impossible de s'adapter à un réchauffement climatique vraiment majeur. Et enfin, face à ce qui ressemble à une impasse, on va regarder une proposition de sortie assez radicale. L'idée d'une refonte totale de notre société, comme une condition en fait pour que la transition écologique puisse même exister. Le parcours est fascinant parce que ces idées, à première vue, elles se contredisent. On a d'un côté un optimisme technologique, Et de l'autre, un réalisme biologique presque terrifiant. exactement. Et pour finir, une proposition de révolution sociétale. Notre mission ici, c'est de décortiquer tout ça, de voir la logique qui relie ces 3 visions. La solution, elle est où? Dans nos machines? Dans notre organisation collective? Alors allons-y. Commençons par cette idée de découplage, qui est assez séduisante. L'argument de base, si j'ai bien tout suivi, c'est que le lien historique entre la croissance du PIB et les émissions de CO2, ce n'est pas une fatalité. Non, absolument pas. C'est juste le résultat un peu malheureux du fait que notre révolution industrielle s'est faite avec quoi? Le bois, le charbon, puis le pétrole. Des énergies carbonées donc. C'est exactement ça. La source insiste beaucoup là-dessus. Cette corrélation, ce n'est pas une loi physique, c'est un accident de l'histoire technologique. On a choisi ces énergies pour se développer, donc logiquement, plus on se développait, plus on polluait. Mais rien ne nous oblige à continuer comme ça. J'ai beaucoup aimé l'analogie utilisée dans le texte pour illustrer ça. Celle du primeur. Oui, dire que PIB et CO2 sont liés mécaniquement, c'est comme dire que chez un primeur, la quantité de melons qu'ils vendent, eh bien, elle détermine forcément la quantité de poires. Ça n'a aucun sens. Exactement, le primeur, il choisit ce qu'il met sur son étal. Pour l'économie, c'est la même chose, hein. On peut choisir des technologies qui créent de la richesse sans détruire le climat. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une théorie pour le futur, c'est présenté comme un processus qui est déjà en marche. Ah oui, Oui, la connaissance humaine, elle progresse toujours vers des énergies plus denses, à plus forte valeur ajoutée et de moins en moins carbonées. on le voit dans l'histoire, c'est vrai. Ben oui, regardez le chemin. Du bois au charbon, du charbon au pétrole, puis l'hydroélectricité, le nucléaire, et maintenant le solaire, la géothermie. Le principe, c'est toujours le même. Produire plus de valeur avec proportionnellement moins d'énergie, et une énergie de plus en plus propre. Attendez, si ce découplage, c'est un phénomène avéré, documenté, même par le GIEC, comment ça se fait que la plupart des gens, et je m'inclus dedans, aient l'impression que la situation ne fait qu'empirer? C'est une excellente question, et c'est un point crucial de l'analyse. Parce que les émissions globales, elles continuent de grimper, non? Oui, et l'auteur explique ça avec la notion de signaux faibles. Le découplage est réel, mais il est encore à un état d'embryon. C'est-à-dire? Imaginez une voiture qui accélère très fort. Le découplage, c'est le moment où le conducteur lève un tout petit peu le pied de l'accélérateur. La voiture, elle continue d'aller très vite, mais son accélération diminue. D'accord, je vois l'image. C'est ce qui se passe. La courbe des émissions mondiales continue de monter, mais sa pente commence à s'aplatir. Elle monte de moins en moins vite, avant théoriquement de commencer à redescendre. Mais comme ce ralentissement est encore peu perceptible, On a l'impression que rien ne bouge, ou que c'est insuffisant. voilà, beaucoup de gens le jugent inexistant. Donc en gros, on serait au tout début d'un virage, mais un virage très très lent. C'est ça. Et la question, évidemment, c'est est-ce qu'on a le temps de le prendre complètement? Justement. Mais la vision prospective, elle va encore plus loin. Elle postule que cette tendance va s'accélérer de manière exponentielle. Ah, et comment? Notamment parce que le carbone lui-même, qu'on voit aujourd'hui comme un déchet toxique, va devenir une ressource industrielle, la base de l'économie du XXIe siècle. Une ressource, le CO2. Oui, on s'en servira pour créer des matériaux, des carburants de synthèse, bref, tout ce qu'on fait aujourd'hui avec le pétrole. Et à partir de ce moment-là, non seulement le découplage sera total, mais faire plus de croissance signifiera littéralement retirer plus de CO2 de l'atmosphère. C'est un retournement complet. Absolument. Et on peut y ajouter d'autres activités, l'économie circulaire, le recyclage à grande échelle, la dépollution.
Ce sont d'immenses gisements de croissance économique qui sont par nature décarbonants. D'accord. C'est une vision plutôt optimiste technologiquement. Mais alors que je lisais ça, je me disais, bon, ok, mais ça a l'air un peu lent tout ça. Et juste après, je tombe sur un autre article du même auteur. Et là, changement de ton radical. La douche froide. C'est le mot. Il est affirmé de manière très catégorique que s'adapter à un monde à plus 4 degrés C est tout simplement impossible. Le contraste est brutal et c'est voulu. La première partie nous montre ce qui est techniquement possible à long terme. La deuxième nous montre ce qui est biologiquement impossible à court terme si on ne fait rien. Et l'argument, c'est que le discours sur l'adaptation est dangereux. Oui, qualifié de pur populisme. Un discours qui sert les intérêts de ceux qui veulent continuer le modèle actuel. Ça repousse le problème sur les autres en leur disant « Vous inquiétez pas, vous trouverez bien un moyen de survivre ». Et le texte est très clair. On sous-estime déjà massivement ce que plus 1,5 degré veut dire. Alors, plus 4 degrés, ce ne serait pas juste des étés plus chauds, ce serait un scénario d'effondrement. L'auteur parle de Mad Max. C'est une affirmation très forte. Qu'est-ce qui justifie un ton aussi apocalyptique? La justification repose sur un concept scientifique très précis, l'humidex. L'humidex. Oui. C'est un indice qui combine la température et l'humidité de l'air pour mesurer, en fait, le stress thermique sur le corps humain. D'accord. Pour faire simple, notre corps se refroidit en transpirant. La sueur s'évapore et ça emporte de la chaleur. Mais si l'air est déjà saturé d'humidité, l'évaporation ne se fait plus. Et donc, le corps ne peut plus se refroidir. Exactement. Il surchauffe de l'intérieur et les organes vitaux s'arrêtent. C'est une limite physiologique absolue. La source est très claire. À 35 degrés Celsius, avec 100% d'humidité, un être humain en bonne santé meurt en quelques heures. Même à l'ombre et sans bouger? Même à l'ombre et sans bouger. C'est terrifiant. Ça rend le danger très concret, très physique. Ce n'est plus une question de construire des digues, c'est notre propre biologie qui a une limite. Une limite infranchissable. Et est-ce que les sources donnent des exemples de ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui? Oui, et ils sont glaçants. On apprend que des régions comme le sud de la France, l'Espagne, la Grèce, elles entrent déjà régulièrement en zone orange de l'humidex, une zone dangereuse pour les plus fragiles. Et le problème, c'est que ça s'emballe. C'est ça. Chaque degré de réchauffement, en plus, ça augmente la capacité de l'air à retenir l'humidité de 7%. Le réchauffement devient donc, et je cite, exponentiellement létal. Exponentiellement létal, waouh. L'exemple le plus frappant donné, une température de 55 degrés Celsius a déjà été enregistrée au Pakistan, avec une humidité de seulement 20%, ce qui est considéré comme un air très sec. Eh bien, l'humidex atteint 67. C'est un niveau mortel, pour n'importe qui. Donc, ce n'est pas juste avoir très chaud, c'est une menace de mort, directe. Et si on extrapole, à l'échelle de la planète, ça implique quoi? Les conséquences systémiques décrites sont vertigineuses. À plus 4 degrés Celsius, la source estime qu'une bande de 1500 km de large autour de l'équateur deviendrait inhabitable. Inhabitable. Pour l'être humain, oui. Des pays entiers, de l'Indonésie au Brésil, en passant par le Nigeria, on parle de potentiellement 3 milliards de personnes forcées de migrer. 3 milliards. En parallèle, les chaînes d'approvisionnement alimentaire s'effondreraient. L'exemple des tomates du Maroc, des avocats du Pérou, on ne pourrait plus les cultiver. L'idée qu'on pourrait s'adapter dans notre coin, dans une bulle climatisée, est qualifiée de délirante. Alors là, on est coincé. Le découplage techno est peut-être en route, mais il est trop lent. Et l'adaptation est physiologiquement impossible. On fait quoi? On attend Mad Max? C'est exactement la tension que les sources veulent créer. Et c'est là qu'intervient le troisième acte, la vision du designer sociétal. Avec cette thèse centrale qui est énorme. C'est le cœur de toute l'analyse. L'idée que la transition écologique ne pourra jamais avoir lieu sans une transition sociétale d'abord. C'est un préalable, incontournable. En gros, l'idée, c'est qu'on se trompe de problème, on essaie de mettre des rustines vertes sur un système qui est fondamentalement cassé. Précisément. Le diagnostic est radical. La pollution, le changement climatique, ce ne sont que les symptômes. La maladie est plus profonde. Et cette maladie, c'est quoi? L'analyse l'appelle la crise de l'aliénation salariale. L'idée, c'est que l'obligation pour presque tout le monde d'avoir un emploi salarié pour survivre, ça phagocyte nos capacités. Ça veut dire que ça aspire notre temps, notre énergie... Notre temps, notre énergie mentale, notre créativité. Des tâches monumentales comme dépolluer les océans ou réinventer nos villes, ça demande une mobilisation intellectuelle colossale. Or, ces ressources, aujourd'hui, elles sont confisquées par un système qui nous oblige à nous concentrer sur notre survie individuelle.
Ok, je vois l'idée, mais ça peut sembler un peu abstrait. Comment on passe concrètement de libérer les gens du travail à sauver la planète? Alors, l'analyse propose de construire ce qu'elle appelle une société contributiste en actionnant deux grands leviers. D'accord. Le premier, c'est le revenu de base. Il est présenté non pas comme une mesure sociale, mais comme une nécessité structurelle face à l'automatisation, à l'IA. Qui annonce la fin du travail pour beaucoup. Voilà. Sa fonction première, c'est de libérer la ressource la plus précieuse, le temps des individus. D'accord, on libère le temps. Mais j'imagine que donner du temps libre à tout le monde, ça ne suffit pas pour construire des fermes solaires géantes. C'est l'objection classique qui va financer tout ça. Exactement. Libérer le temps, ce n'est que la première étape. Ça ne sert à rien sans le deuxième levier, le capital. Et c'est là qu'intervient cette idée d'amis. Oui, l'action mutuelle d'investissement. C'est un mécanisme financier, une sorte de plateforme de financement participatif à très grande échelle. Le but, c'est de diriger l'épargne vers les projets imaginés par cette population dont le temps a été libéré. C'est synergie du temps et de l'argent, en somme. C'est la synergie qui permettrait de financer ce que la source nomme l'innovation post-salariale. Et pour répondre à la question de qui fera le travail, la vision est que l'automatisation prendra en charge l'essentiel des tâches pénibles. Le travail restant sera choisi, contributif, plus subi. Et cette nouvelle architecture sociale et économique, elle débouche sur un concept que j'ai trouvé vraiment contre-intuitif et puissant, la croissance régénérative. Oui, on n'est plus du tout dans la décroissance ou l'austérité. Le slogan est très marquant. Faire plus pour dépolluer plus. C'est le contraire absolu de la logique actuelle qui est faire moins pour polluer moins. C'est un changement complet de paradigme. L'ambition, ce n'est plus de limiter le réchauffement. L'ambition, c'est de l'inverser. Il ne s'agit plus de freiner la destruction. Mais d'engager la réparation. Activement, la réparation des écosystèmes, la restauration de la biodiversité. La croissance n'est pas l'ennemi, c'est le moteur. Mais un moteur réorienté vers une croissance qualitative basée sur la réparation. L'activité économique elle-même devient la solution. Mais est-ce que c'est juste un joli concept ou il y a un modèle économique viable derrière? Parce que réparer, ça coûte cher et ça ne rapporte pas forcément à court terme. C'est là que l'analyse est intéressante. Elle affirme que ce n'est pas un idéal, mais une tendance économique lourde. Des milliers de milliards de capitaux sont déjà en train de se détourner des industries du XXe siècle pour s'investir dans ces secteurs régénératifs. Et la logique financière, c'est quoi? Elle est simple. La pollution est un coût social, économique. Donc la dépollution, la régénération, ça devient une source de valeur, une source de rentabilité dans l'investissement vert. Réparer une inefficacité, c'est une opportunité. Et ça donnerait quoi concrètement dans différents secteurs? Les sources donnent plusieurs exemples. En agriculture, on passerait d'un modèle mondialisé centré sur la sécurité alimentaire à un modèle local de régénération des territoires. C'est-à-dire? On combinerait des savoirs anciens, comme l'agroforesterie, avec de la haute technologie, drones, capteurs, IA, pour optimiser l'eau et restaurer la santé des sols. Et pour les villes? On abandonnerait le tout bagnole, qui gaspille énormément d'espace, pour créer des villes denses, piétonnes, où tout est accessible à proximité. Et au niveau macro, on verrait l'émergence d'une économie quaternaire, Une économie du lien social, de l'éducation, de la recherche. soutenue par une production industrielle locale, automatisée, à la demande, ce qui réduirait drastiquement les besoins en transport mondial. Quand on regarde le chemin parcouru, c'est assez fou. On est parti d'une solution technique, le découplage, qui semblait presque trop simple, Pour ensuite frôler le désespoir en se heurtant à ce mur de notre propre biologie. et finalement, on atterrit sur une proposition de refonte totale de notre rapport au travail, à l'économie, avec l'ambition non plus de juste survivre, mais de réparer la planète. Le fil conducteur qui relie tout ça, c'est un rejet. Un rejet catégorique de la désespérance et du déclinisme. La vision est profondément optimiste, Mais c'est un optimisme exigeant. très exigeant et lucide. Il repose sur ce diagnostic radical. La crise écologique, c'est la fièvre. La maladie, c'est une crise sociétale. Et on ne peut pas guérir le symptôme sans traiter la maladie à la racine. C'est une conclusion très forte. Ça renverse complètement la manière dont on pense le problème. Absolument. Et ça nous laisse avec une pensée pour la route, une question que les sources soulèvent implicitement. Elles suggèrent que la ressource la plus précieuse pour inventer les solutions de demain, c'est le temps et la créativité humaine. Qui sont aujourd'hui largement prisonniers de la contrainte salariale. Exactement. Alors la question qui reste en suspens est vertigineuse.
Qu'est-ce qu'une société pourrait accomplir, qu'est-ce qu'elle choisirait de valoriser, si l'objectif principal de la plupart des gens n'était plus de gagner leur vie, mais de contribuer à des projets collectifs? Et dans ce cadre-là, quelle serait notre propre contribution?